Voilà, nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir Eléa Gobé Bonsoir. Lévesque, co-réalisatrice du film Les Hirondelles de Kaboul, je vous en prie. Racontez-nous un peu comment vous avez été amenée à être la co-réalisatrice en fait, des Hirondelles de Kaboul. Alors j'ai été contactée par le studio Les Armateurs, avec qui je travaillais à l'époque en tant que dessinatrice d'animation sur le long métrage Ernest et Célestine de Benjamin Renner. Le producteur de ce studio connaissait mon travail parce qu'à côté de ce travail sur Ernest et Célestine, je développais aussi un long métrage personnel. Et donc, il a pensé à moi dans le cadre d'un appel d'offres, une sorte de casting de dessinateurs qu'il mettait en place pour trouver le binôme, la personne qui allait travailler aux côtés de Zabou pour dessiner et co-réaliser ce film. Mais il fallait quelqu'un qui a un bagage de l'animation. Donc, je suis intervenue à ce moment-là et j'ai fait une proposition graphique qui a séduit au final Zabou et la production pour ce film. D'accord, Zabou Brightman. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien. Bonjour. Oui, en effet, on essaie de se remettre. C'est pas très facile, même si tout nage dans l'aquarelle qui est douce. Normalement, ça décrit des choses tellement terribles. C'est difficile. Et comment vous avez choisi? On reconnaît par exemple Michel Jonas, très bien, le professeur, et puis Swan Arlo, il me semble bien. Comment c'est venu le choix de donner des visages à vos personnages, des visages qu'on connaît? C'était une volonté de Zabou Brightman. Quand elle s'est emparée de ce projet, quand on le lui a proposé, elle a voulu le faire parce que précisément elle voulait impliquer les acteurs dans le processus d'animation. Et elle a souhaité qu'ils jouent de manière vraie, en plus de simplement enregistrer leur voix à la barre, comme c'est fait traditionnellement. Là, elle voulait qu'ils incarnent les personnages et qu'ils aient un vrai jeu, que les animateurs puissent redessiner et retranscrire après. Et dans cette idée-là, elle voulait aussi que les personnages leur ressemblent, pour que les traits, une fois caricaturés ou une fois stylisés, disons, ils collent au mieux avec le jeu du dessous, en dessous le dessin en fait. Voilà. Bonsoir. Du coup, je voulais savoir comment s'est déroulé ce processus, comment vous avez fait, ça m'intrigue beaucoup. Oui, alors c'était assez particulier parce que c'était une forme de tournage sans en être un. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout de storyboard en amont ou de découpage qui avait été préparé. Simplement, on s'est dit, quitte à enregistrer les voix, les acteurs pourront jouer et interpréter. Donc ils évoluaient dans un espace fictif qu'on leur a décrit, qui était travaillé d'après des croquis que j'avais fait en amont, des décors que je me représentais du film. Et donc on leur indiquait voilà où se trouve la table, où se trouve le siège où il se situe. On savait comment placer les personnages. Mais tout ça était virtuel et compliqué à se représenter. En plus de cet espace-là, ils étaient habillés en fonction des costumes que j'avais aussi cherché pour les personnages en amont. Et tout ça pour la raison que les vêtements afghans ne sont pas les mêmes que chez nous et on n'a pas la même posture avec. Il y a des vêtements plus amples qui font qu'on ne s'assoit pas de la même façon. Les tchadris, clairement, on ne se déplace pas de la même façon dessous. On ne parle pas de la même façon. Et là, on a pris le son à la perche, qui permettait d'avoir ce son différent derrière la grille. Par exemple, le souffle est vraiment différent. Ils ont mangé pour nourrir les conversations d'une forme de réel en dessous et d'avoir les bruits de mastication. Et ces défauts qui sont devenus très naturels et réels ne sont pas là habituellement quand le son est pris à la barre. Donc c'était une forme de vrai faux tournage, sans film, parce que on a pris l'image en référence pour que ça serve aux animateurs et qu'ils puissent refaire le mouvement que les acteurs ont donné. Mais ça n'était pas les images finales du film. Elles n'étaient pas utilisables en l'état, donc ce n'est pas un processus de rotoscopie comme on peut le faire des fois en animation. C'était plus de l'ordre du croquis. Comme un dessin, on a un sujet et on dessine un croquis à partir de ça. Et ben là, c'est un mouvement et l'animateur devait reconstituer ce mouvement. Le réinterprète même un petit peu. Exactement. La rotoscopie, c'est une sorte de décalque, on va dire, voilà, pour faire ça simple. n'a rien à voir. Voilà. Donc ça s'est fait couramment à une certaine période de l'histoire du cinéma d'animation. Mais là, il s'agit d'une recréation à travers du jeu qui est vrai, quoi, si on peut résumer la chose. C'est ça. Bonsoir et merci beaucoup.
Mais au-delà de la forme, moi j'aimerais savoir sur le fond, qu'est-ce qui vous a incité à faire un film qui recèle une telle violence? C'est pas une critique, hein, mais c'est temps d'aller vous plonger dans cette violence de Kaboul. Et vous, comment est-ce que vous avez vécu le fait de passer je ne sais combien de mois dans ce climat, dans cette scénographie violente qui nous bouleverse? Donc j'imagine que vous avez dû être extrêmement bouleversé aussi. Oui, en effet, c'est une très bonne question. C'était pas simple du tout de travailler 3 ans dessus, même depuis 6 ans, parce que ça fait 6 ans qu'on m'a proposé de travailler sur ce projet. Et pendant toute cette période, le corps met les choses de côté. Moi, je me suis concentrée d'un point de vue technique, parce qu'effectivement, se rappeler à cette violence-là tous les jours, c'est pas possible. Et donc, au bout d'un moment, on met de côté le propos pour y revenir régulièrement, mais on est obligé de faire la part des choses. Et quant à ce qui m'a amené à le traiter, simplement j'ai été touchée par l'histoire et par ce vécu des personnages. Ça m'a impacté directement parce que je le partage en tant qu'humain. Plus que l'histoire des Afghans qui n'est pas la mienne, je peux ressentir d'un point de vue humain ce qu'est le sentiment et ce qu'est la vie, ce qu'est la survie sous un régime autoritaire comme ça. C'est quelque chose que j'avais envie de porter parce que nous, en tant qu'occidentales, on a les moyens de le faire, contrairement aux femmes afghanes qui ne le peuvent pas. Déjà, c'est important qu'on puisse partager ce ressenti-là. Et aussi parce qu'en me renseignant sur l'histoire, j'ai découvert à quel point il y a un élan de vie qui se crée là-bas, qui se ressent. C'est que les Afghans, j'ai vu qu'il y avait une forme de ces bulles de résistance qui naissent dans les classes secrètes, dans le fait de faire de la musique dans les garages de manière underground. Il y a une vraie force de vie qui se réveille au contact d'une dictature imposante comme ça, et ça a été une vraie leçon pour moi. Là, je parle de manière personnelle. Et cette résilience-là, je crois aujourd'hui, dur comme fer, qu'il est important de la partager, et c'est ça qui nous fait tenir. Donc j'ai voulu faire ce film pour ces raisons. Très bien, ce sera hélas la conclusion. Par contre, nous aimerions saluer la présence de Patricia Mortagne qui est dans la salle, qui non seulement a contribué à l'écriture du scénario et des dialogues des Hirondelles de Kaboul, mais aussi c'est elle qui a scénarisé la bande-annonce de l'édition, de la 15e édition du FFFH. Alors, on peut et l'applaudir et applaudir Eléa, s'il vous plaît. Merci. Merci.